fait un petit schéma, hein, j'avais pas de PowerPoint, on se l'a fait à l'ancienne. Il a fait un schéma, quoi. J'ai fait un petit schéma. Là, ça va être en mode miroir, tu l'as fait en mode miroir. Attends, Ah non, ah non, oui, ça va le faire. Attends. Tu crois que ça reverse auto ou... Non, c'est bon, non, c'est bon. C'est bon. Yes. Alors, voilà, ça c'est la chaîne pharmaceutique. En gros, vous pouvez travailler à toutes les étapes de cette chaîne-là. Bon, nous, on a plutôt parlé de la filière industrielle qui est au milieu. Avant, il y a les producteurs d'API, substances actives, de matières premières, d'articles de conditionnement. Globalement, on trouve très peu de pharmaciens parce qu'il n'y a pas de responsabilité pharmaceutique à exercer. N'empêche qu'ils ont aussi un niveau de qualité attendu au niveau des BPF, ils sont inspectés, donc on commence à en trouver. Et il peut y avoir aussi des premières. sites de matières premières qui sont aussi des sites de... Matières premières à usage pharmaceutique, voilà, etc. Qui en plus peuvent des fois être aussi des sites sur lesquels on a des opérations pharmaceutiques, donc des fois les systèmes qualité peuvent être communs, etc. C'est ça. On en connaît avec Ludo. Hein. Donc du coup, Ça c'est sera vrai peut-être qu'il y a pas- l'occasion un prochain QP Pharma C'est- avec oui. des sites qu'il y a aux alentours pour pas les Exactement, citer tout de suite. avec plaisir. Et du coup, donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en tout cas ce sur quoi je pense qu'on va tous être plus aptes à parler, c'est les sites de fabrication qui fabriquent les médicaments, les envoient aux sites de distribution sous le contrôle des sites exploitants où on a aussi un pharmacien responsable, un pharmacien responsable ici. Et ensuite, on a la distribution vers les officines et les hôpitaux avec la surveillance du marché et des patients par les sites exploitants. Donc les sites exploitants, on va attendre peut-être que Jordana nous rejoigne. Et on va commencer par la prod et la fab. Elle est là, Jordana, elle nous Elle est a là, rejoint Jordana sur le Discord, il me semble. Hein. Oui, bonjour. Oui, elle est là. Hello Jordana. Voilà. Bonjour à Bon, tous. bah, on peut commencer retard. par le côté exploitant si tu veux. Bah ouais, on va faire ça. Tu peux nous afficher Aurélien et Jordana? C'est en cours. C'est en cours cours. d'affichage. On est en train de vous afficher sur le Twitch. Voilà. D'accord. Alors déjà, rien que pour me connecter, je pense que j'ai vieilli de 20 ans. Alors j'ai beau être pharmacien, avoir fait les mêmes études, mais pour la connexion, j'ai l'impression d'avoir fait un MBA en 24 heures. Et du coup, je suis là. Ça se voit pas Jordana. C'est vrai, c'est gentil. J'ai la goutte au front, mais je suis là. Du coup, comment vous voulez fonctionner? Vous voulez que je vous donne le regard recruteur ou pas? Parler des métiers? Alors, ce qu'on peut faire, c'est parler des métiers, des différents métiers. Comme l'année dernière au Finders, on peut parler des différents métiers qu'il y a sur les sièges, et puis tu peux parler des caractéristiques attendues en tant que recruteuse, parce que justement, je pense que les étudiants vont être intéressés par ces facettes-là à développer, et on va encore avoir le petit point market access qui plaît tant aux étudiants, puis en général à la fin de notre intervention, ils font bon, finalement market access c'est pas trop, on avait vendu du rêve, c'est peut-être pas si bien que ça. Mais vas-y, je te laisse peut-être te présenter, et puis on peut jouer sur les métiers, expliquer les différentes facettes des métiers de pharmacien sur siège. Ça marche. Donc pour présentation rapide, donc en effet pharmacien, moi j'ai commencé à Strasbourg et j'ai fini à P5. J'ai enchaîné avec un master stratégie et management des industries de santé à l'ESSEC. Et du coup, voie normale, j'ai continué dans le marketing et je me suis pas forcément épanouie. Donc on va peut-être revenir sur les métiers du marketing et vous aurez peut-être des questions là-dessus. Qui sont pas Voilà, en tout cas, épanouissants moi, du coup, non, quand même. je n'ai pas trouvé mon compte. C'est ça. Non, mais on a eu des mecs qui ont fait Moi, du marketing dans l'émission il y a 3 semaines, c'est pareil, on les a chambrés aussi parce qu'on est beaucoup producteurs, donc il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai pas du tout trouvé mon compte et en demandant ma route à un cabinet de recrutement que je pensais être expert justement, donc je me suis retournée vers des experts de carrière pour savoir ce que je devais faire de ma vie et ils m'ont dit j'en ai aucune idée, par contre je vous propose un poste et ils m'ont fait comme ça intégrer un cabinet de recrutement spécialisé en santé qui s'appelle Stramer et ils m'ont appris le métier et moi je leur apportais la caution scientifique. Donc comme quoi il suffit d'être expert pour recruter d'autres experts. Donc chez Ipsen depuis 3 ans. Ça bouge très vite chez Ipsen, donc 3 ans, 3e poste, et un chat. C'est le talent, ça, c'est le talent. Oui, c'est le talent ou c'est les réorgs, hein, c'est un peu des deux, je pense. Il n'y a pas que ça, l'industrie, ça bouge vite. Et du coup, là, aujourd'hui, mon titre est un peu barbare, mais je suis responsable de tout ce qui est opération sur le talent acquisition, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est process, outils, KPIs au niveau global, au niveau groupe chez Ipsen. Alors, outils, process, ça doit le faire. KPI, je pense qu'il y a des étudiants qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des KPI, s'il te plaît? KPI, c'est des outils de mesure de l'activité. C'est des données de monitoring, d'efficacité aussi du quotidien de l'activité. On peut dire... Indicateur clé. J'ai coupé la parole à quelqu'un, pardon. Non, c'était Aurore qui disait juste, on parle des KPI, c'est les indicateurs clés de performance, ça marche pour du recrutement, d'un process, n'importe quoi en fait. Mais ouais.
Non, exactement. Ça marche. Vas-y. Exactement. Donc du coup, je vais essayer de donner ma vision parce qu'on recrute en France aussi bien pour le siège à Boulogne que pour nos 5 sites en France, puisqu'on a, on a des sites de production, on a des sites de R&D et le pharmacien est partout. Alors les postes les plus classiques où on voit des pharmaciens, c'est évidemment en marketing, en affaires réglementaires, en qualité, en production dans le sens libération de l'eau. Donc on va dire que ça, c'est les diplômes où le pharmacien est le plus attendu et où dépose son diplôme, donc dépose aussi sa garantie diplômale pour délivrer un médicament. Et il y a des métiers où on l'attend moins et où le pharmacien peut être, donc par exemple le recrutement, puisqu'il suffit d'être expert, comme un expert IT peut recruter de l'IT, hein, c'est assez classique. On retrouve aussi, du coup on en reparlera, des pharmaciens dans les RH. On en retrouve de plus en plus aussi en finance. En finance qui peut être un peu plus atypique. Tout est possible. Ah ouais, c'est fou ça. Ah ouais, parce que là, la finance, je serais intéressé d'avoir le parcours de quelqu'un qui est pharmacien en finance. Ah oui, alors là où c'est intéressant, là où c'est intéressant, c'est le côté M&A, le pharmacien donne une caution scientifique à une acquisition de portefeuille, par exemple, ou à de la valeur, la valeur asset d'un budget. Enfin voilà, un financier qui va gérer un portefeuille moléculaire va pouvoir donner un contexte scientifique à des données et non pas être juste un pur financier. Donc c'est vraiment de la finance plutôt au siège, là, pour le coup, c'est vraiment chez les exploitants. Parce que moi, je vois pas sur un site de prod, je vois pas un pharmacien être dans le service finance, quoi, vraiment. Le bilan annuel, tu vois. Ouais, les trucs comme ça. Non, c'est plus dans les acquisitions. Ouais, sur la stratégie. Je connais quelqu'un qui fait ça, du financement de PME, qui est pharmacien. D'accord, ok. Alors, on voit de plus en plus, je pousse mon chat, c'est pas mon enfant que je pousse. Ah, mais il est bienvenu, il est bienvenu. S'il a une question sur les métiers, il n'y a pas de problème. Il a tout rêvé d'être pharmacien, donc voilà, il est un peu frustré. Mais voilà, j'ai dépeint une image très 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 rapide, mais voilà, tout ça pour dire que beaucoup d'étudiants se dirigent vers des métiers typiques de prod ou vers des métiers typiques de marketing, alors qu'il y a le pharmacien peut tout faire. Il peut se diriger vers du M&A, il peut se diriger vers d'efficacité opérationnelle, de l'amélioration continue sur site de prod. Voilà, il y a énormément. Alors je reviendrai peut-être pas maintenant sur le market access, mais voilà. Ça marche. Bon, alors du coup, pour tous ces métiers-là, est-ce que tu as un master à passer généralement avant d'être recruté ? En plus du diplôme de pharmacien, parce que c'est vrai qu'ils nous demandent tout ça, quel diplôme, quel master je dois faire en complément, est-ce que je dois faire HEC, est-ce que je dois faire un master qualité, un master affaires réglementaires Il faut toujours un double diplôme. Aujourd'hui, c'est comme le bac. Le bac, si on l'a, ça ne sert plus à grand-chose, mais si on l'a pas, c'est encore pire. Du coup, voilà, le diplôme de pharmacien est évidemment primordial. Passer sa thèse reste important, même si on ne dépose pas son diplôme, valider sa thèse reste important. Pour négocier le salaire, notamment. Exactement, et pour évoluer après en interne, parce qu'on ne le fera pas dans 10 ans. On ne repassera pas sa thèse 10 ans après, même si on pense qu'on aura le courage. Non, on ne le fera pas, c'est faux. Et après, oui, un double diplôme. Alors, il y a une liste de masters longue comme le bras, suivant les spécialités qu'on vise. Donc, j'aurais du mal à donner une liste maintenant. Mais soyez curieux, ne prenez pas que des cursus de santé. Si vous avez envie d'être un peu plus financier, de faire des fusions-acquisitions, et allez chercher un vrai master finance et non pas quelque chose de spécifique en santé. Vous pouvez même faire des masters à l'étranger. La curiosité est clé. Voilà. C'est pour l'instant mon premier regard. Après, je pense qu'on aura plus de débats et plus de détails. Je vois, avant de fabriquer, il faut développer peut-être, oui, ouais. C'est vrai. Après, c'est pas forcément la partie où on retrouve le plus de pharmaciens. Il y en a de moins en moins. C'est assez exporté maintenant. Les sites de R&D en France ferment un peu. C'est ça. C'était ce que je voulais répondre à la question. Donc, je crois pas que ça sera notre sujet de conversation principal ce soir. C'est pas trop vendeur en ce moment, en tout cas. Non, c'est vrai, il y a des transferts, il y a de plus en plus de réindustrialisation quand même, de choses comme ça, mais en développement pur et dur. Développement, c'est dur. Je sais pas s'il y a vraiment, c'est pas super porteur en France et pour les pharmaciens. Il y a beaucoup de réinternalisation. Enfin, moi, je dis ça aux étudiants qui rentrent en ce moment. Je leur dis, le moment, il est plutôt bien pour arriver sur le monde du travail avec la réindustrialisation, tout ce qui est les plans de finance avec la BPI, avec France Relance, etc. La pharma, même avec le Covid, un peu le vent en poupe, entre guillemets. Mais c'est surtout pour des produits pour des produits qui sont déjà existants, pour de la prod, pour de l'exploitation, pour des transferts, éventuellement pour des
pour des changements de forme galénique ou des choses comme ça, mais du dev pur et dur. Et même en niveau dev, il y a pas mal de rachats quand même de petites startups qui grandissent. Oui. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne aussi maintenant. Après, peut-être qu'un pharmacien qui est un petit savant fou qui veut aller dans une startup pour aller, qui a une grosse vocation, ça peut être. Ah oui, il est l'occasion, passionné. quoi. Ouais. Mais c'est une niche, quoi. Ouais, clairement. Jordana, tu voulais rajouter quelque chose dessus? Non, mais c'est vrai que j'allais dire, parce que j'ai fait récemment, c'était quand l'année dernière, mais le temps passe vite, la PIEP, et j'avais énormément de jeunes qui voulaient faire de la R&D. Alors, du coup, je pense que c'est aussi un autre débat, c'est que dans les études de pharma, aujourd'hui, on développe plus que sont les métiers. Donc, quand on dit R&D, ça peut vouloir dire 25 métiers différents, sauf que le jeune ne les connaît pas et ne sait pas vers quoi se tourner. Donc c'est aussi quelque chose à développer. La R&D, c'est multiple, mais la R&D en France, il n'y en a pas, c'est très très mort. Donc sans vouloir briser des rêves et des carrières, aujourd'hui, je ne dirigerais pas forcément un jeune vers de la R&D pure. C'est quand même très très bouché en France. C'est vrai. Donc j'ai peut-être cassé des rêves là. Ça fait au moins une personne en tout cas, si elle en a parlé. Mais bon, c'est l'évolution des métiers qui veut ça aussi. Après, il faut aussi comprendre que dans tous les masters, même ceux qui sont en fac de pharma, il n'y a pas forcément que des pharmaciens non plus dans tous ces masters. Ouais. On se retrouve avec des personnes en biologie, avec des ingés des fois. Ou des ingés aussi, ouais. Il y a de la concurrence, mine de rien aussi. Le diplôme de pharmacien fait pas tout, effectivement. Millilitre qui nous dit qu'il a fait 15 ans de R&D en France. Ben, si tu veux nous en parler, Millilitre, peut-être sur Discord. Tout de suite, mais sur le Discord. Ah oui, d'accord. Hésite pas à passer. Et alors donc pour les métiers exploitants, Jordana, qu'est-ce que tu pourrais dire comme caractéristique principale qu'on retrouve quelqu'un qui, je vais caricaturer, mais quelqu'un qui est rigoureux, ça va être plutôt affaires réglementaires. Quelqu'un qui aime bien, qui a le côté un peu business développé, ça va être marketing. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des caractéristiques que tu retrouves toi dans tes recrutements? C'est très complexe. C'est une question beaucoup trop compliquée. Bon, moi je change, alors je m'en vais. Non, mais faut faire une thèse de 4 heures, là, on n'a pas le temps. Non, je dirais juste qu'il ne faut pas caricaturer le côté réglementaire. Il y a même des gens déstructurés qui adorent les réglementaires. C'est plutôt le côté, moi je veux plutôt le côté correction, être garant des règles. C'est plutôt le côté verrouillage et s'assurer que l'entreprise ne soit pas en faute. C'est pas juste être rigoureux. C'est permettre à un médicament d'être sur le marché. Et après, encore dans le réglementaire, il y a encore 5 métiers différents. Il y a la partie constitution et écriture, il y a la partie peut-être même contrôle pub, qui est beaucoup plus créative et beaucoup plus rigolote, si j'ose dire, mais qui ne conviennent pas à plein de personnes. Il y a plein de personnes qui détestent le contrôle pub et d'autres qui adorent, donc c'est très, très subjectif. Il y a sur le côté exploitant, qu'est-ce que je peux donner? Il y a le côté accès au marché, qui est alors je vais dire un sous-métier, mais c'est le côté négatif, je vais dire une subdivision du market access. C'est des gens, des pharmaciens ou même des médecins qui vont aller en région parler aux autorités de santé pour définir un parcours de soins pour les patients. Et c'est un peu le parcours IKEA du patient par son médecin, par la pharmacie, une fois qu'il est chez lui, avec une infirmière à domicile s'il en faut. Enfin voilà, il y a des métiers aussi comme ça qui se créent. Ça d'ailleurs en marketing, non oui. Oui, c'est ça. Alors avant le métier d'entrée au terrain, c'était le côté délégué pharmaceutique ou délégué médical. Alors MSL, ouais. Medical Safety Legion. Il nous faut un point de définition de MSL. On a perdu Jordana. Sur les indications pré-AMM. Donc, c'est pas encore appelé indication, mais voilà, c'est parler de la partie pré-AMM d'une molécule. Et une fois que le médicament ou l'indication est autorisée, ça passe du côté vente et promotion, donc du côté délégué pharma ou délégué médical. Donc, c'est une partie très scientifique sur le terrain. C'est ça. Ouais, ça se développe de plus en plus là, ces dernières années et ça marche bien. Et pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, donc moi j'ai fait des affaires réglementaires au siège et après j'ai fait de la qualité en prod, mais sur les affaires réglementaires et quel que soit le métier que vous retrouverez d'une manière générale, suivant les sites que vous prenez, qu'ils soient gros ou petits, vous n'aurez pas accès au même éventail d'activités pour un même poste. Donc des affaires réglementaires très spécialisées, je suis sur une grosse boîte, je vais dire une bêtise peut-être GSK, vous allez faire que du dossier d'AMM, des variations, donc vous connaîtrez bien les dossiers du médicament, mais vous n'allez pas faire de contrôle publicité.
Et sur des plus petites structures, vous allez faire tout ce qu'on peut faire en affaires réglementaires, donc effectivement le dossier d'AMM, le contrôle publicité, pourquoi pas mettre à jour des procédures qualité, faire des audits, voilà. Et en marketing, ça va être pareil, vous pouvez être concentré sur une tâche comme avoir des éventails beaucoup plus larges, tout va dépendre des structures sur lesquelles vous travaillez. Et je pense qu'il n'y a pas qu'un profil, parce que c'est important, par exemple en production, tu as fait de l'affaire réglementaire, tu connais un peu les contraintes qu'il y a derrière, donc une fois que tu es en production, quand tu as besoin d'une modification réglementaire, tu sais comment ça faire aide pour énormément, faire une modification. Ouais. Bah ouais, et puis je pense que dans un service, c'est bien d'avoir plein clairement. de personnes avec des profils différents. Ouais, c'est pour ça que je parlais des gens qui font du réglementaire en prod aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que moi ce que je trouve le plus important pour ces personnes-là, c'est que de temps en temps, quand ils sont sur un site de prod et ils vont faire des variations pour des produits qui sont fabriqués à 50 mètres de leur bureau, c'est qu'ils aillent prendre leur Charlotte de temps en temps, puis qu'ils aillent comprendre ce que c'est, parce que on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais la facilité d'essayer de mettre beaucoup de choses dans un dossier pour pas avoir de questions, pour aller vite, pour être sûr que ça se passe bien, on va mettre un pot de colle dans le dossier. Et je dis à chaque fois, on va valider la marque du slip de l'opérateur, comme ça il ne peut pas changer, quoi. Alors oui, peut-être qu'il n'y aura pas de questions parce que c'est tellement structuré que ça se passe bien. D'un point de vue réglementaire, par contre, d'un point de vue prod, c'est un calvaire. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre-là, c'est assez fin, entre guillemets, puis c'est toujours intéressant, quoi. Mais il faut que le réglementaire aille comprendre ce qui se passe sur le terrain aussi. C'est vrai que d'avoir des parcours un peu différents, ça aide carrément, quoi. Faut demander, faut pas hésiter à demander au manager est-ce que je peux aller voir, est-ce que je peux faire, parce qu'il faut être curieux et c'est ça qui rend les parcours plus riches. Et je pense que même Jordana et Aurélien aussi chez Novo pourront dire qu'en tant que RH, c'est des profils recherchés en général aussi, hein. Ça apporte autre chose que juste rentrer dans la case et faire toujours la même chose. Et puis, en fait, c'est ça, il faut bouger. Jeune sortie d'études, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est en 5e année ou 4e année, on se pose 10 millions de questions sur quel master je vais faire, etc. Il faut se lancer et en fait, il n'y a pas, de mauvais choix pour tout le monde, quoi. C'est juste qu'il faut être curieux par la suite. Vous pouvez, ça se trouve, commencer en réglementaire, continuer en prod ou l'inverse, il n'y a pas une voie, quoi. C'est la joie de ce diplôme ou tout simplement de cette industrie. Et on parle beaucoup de réglementaire, mais si je peux appuyer une fonction qui est quand même très alors qui pourrait être niche, mais qui est surtout pénurique, j'insisterai, parce que c'est ce que je fais depuis 2 ans, sur la pharmacovigilance. S'il vous plaît, faites de la pharmacovigilance. C'est très compliqué à recruter. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis assez surprise. Ouais, il y a beaucoup qui en est pas beaucoup. Faire pharmacovigilance et à la fac, tu vois, le message qui est passé, c'est la pharmacovigilance, c'est bouché. Et du coup, en gros, ne faites pas pharmacovigilance parce que c'est super bouché. Et d'ailleurs, les masters qui sont pharmacovigilance, ils sont en double avec un autre master, alors je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, la pharmacovigilance, pour nous, on dit faites attention, c'est bouché, c'est comme la R&D, quoi. Non, c'est beaucoup moins. Alors, je sais pas chez Novo comment ça se passe, mais c'est quand même très pénurique de notre côté. Alors, comme les métiers médicaux, je mettrais quand même un bémol sur l'évolution parfois, enfin suivant les structures et suivant les niveaux, on est quand même en forte concurrence avec des médecins, avec des profils MD ou des head-off, des gens qui vont prendre la tête d'une unité PV ou médicale, vont souvent être des médecins. Donc, parfois, dans certaines structures, il y a des plafonds de verre, certainement. Qui est moins en moins le cas. Par exemple, c'était le cas chez Ipsen, ça l'est plus. Aujourd'hui, notre Head of Safety est une pharmacienne, donc on en est très fiers. Mais c'est la première fois. Donc il y a une ouverture des mentalités. Mais voilà, je laisse aussi Aurélien. Du coup, Aurélien, là, tu peux carrément intervenir. Si tu interviens, on verra ta tête. Tu peux répondre à la question. Et puis moi, j'aurai une autre question après sur la pharmacovigilance. Je voudrais juste savoir ce que les gens ils font dans la vie de tous les jours quand on fait de la pharmacovigilance. Parce qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui bosse en pharmacovigilance ? Est-ce qu'il fait juste recueillir des effets indésirables, les saisir dans une base ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, il y a une casquette de policier, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai cette question-là aussi, moi. Vas-y Aurélien, je t'en prie. Alors après, sur la partie PV, c'est vrai que chez nous, c'est un peu plus sur le site exploitant. Et on est assez pénurique aussi. C'est des profils qui sont assez pénuriques. Et je suis d'accord avec Jordana, on est sur des profils qui sont en concurrence avec les médecins. Et pourtant, à la fac, il y avait plein de gens qui voulaient faire pharmacovigilance, mais qui sont vite... ils ont fait le master et puis après, ils sont partis faire de la qualité ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que réussir à retenir des gens sur la pharmacovigilance, c'est un peu un challenge. Après, quand on revient sur les masters aussi tout à l'heure, en tout cas chez Novo, le master et le diplôme de pharmacien, c'est un ticket d'entrée. Et après, on peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai fait de l'amélioration continue, ensuite j'ai fait de la prod, maintenant je suis au RH, je repars en prod dans 3 semaines.
Donc on a vraiment à partir du moment où on est motivé, où on arrive à montrer qu'on peut apprendre vite, comme ce qu'on a fait pendant les études, derrière on a plein de possibilités. Et pour répondre à une des questions qui est dans le chat, on peut assez facilement passer du site exploitant au site production et inversement à partir du moment où on arrive à construire le bon réseau et où on arrive à construire les bons contacts au sein de la société. Après, pour les questions plus spécifiques PV sur l'activité, je vais plutôt laisser répondre Jordana parce que moi, là, j'avoue, c'est pas trop mon domaine. Ça marche. Alors, je rebondis vite fait sur le côté prod, exploitant, machin. Après, ça dépend aussi des métiers et quand le diplôme est déposé. Il y a le côté inscription à l'ordre qui parfois peut bloquer, qui peut vous... Alors, pas bloquer, mais parfois vous ralentir. C'est que parfois, vous pouvez être inscriptible à une section et pas une autre, etc. Donc, c'est plutôt la notion de PRI et PR après qui peut un tout petit peu jouer. PRI, PR Pharmacien responsable et pharmacien responsable intérimaire. Oui, exact. Merci Laurent. Non mais c'est parce qu'on fait les naïfs volontairement pour essayer que les acronymes ils soient définis pour les étudiants qui sont pas forcément au courant. C'est juste ça. Non mais vous faites bien, des formations de professionnels de mon côté, donc pardon. Mais oui, donc ça, je sais pas si les étudiants, enfin je sais même pas si c'est appris en pharma, je me souviens pas, mais suivant les secteurs, les carrières que vous prenez, principalement en prod, en qualité, en réglementaire, il viendra un moment de votre carrière où vous aurez l'occasion de devenir donc pharmacien responsable et en premier lieu pharmacien responsable intérimaire, c'est comme un adjoint au pharmacien responsable. On peut pas le devenir un matin, on peut pas, c'est pas comme une adhésion à quelque chose, on peut pas juste se lever matin en disant j'aimerais bien, ça doit être sponsorisé par votre entreprise, donc accolé à un besoin d'entreprise. Donc qui sont ces gens? C'est des gens qui généralement libèrent des lots ou sont responsables légalement quand sur un site de production, des lots, des problèmes, etc., de la production. Donc il y a un côté astreinte qui est potentiellement contraignant, mais qui fait la force du métier. Il y a quand même une vraie responsabilité. C'est un très beau niveau de poste. Ça peut arriver à tout niveau de carrière. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir 65 ans pour être PRI. Des fois, dans les petites industries, ils proposent direct aux jeunes de faire pharmacien responsable ou intérimaire. Ils veulent chercher un jeune. Alors là, je pense, on peut le dire aux étudiants, il faut faire attention, c'est pas forcément le bon plan. Donc, il y a peut-être des grosses casseroles derrière. Après, comme dit Sapsia, c'est qu'il y a des conditions qui sont liées à la notion de PR et de PRI, qui sont dans le code de la santé publique d'ailleurs. Après, on peut le réexpliquer rapidement. Hein. Oui, en gros. Parce que c'est jamais clair, j'ai l'impression, pour tout le monde, mais et pourtant, on en a rediscuté il n'y a pas longtemps avec Lord. Quelqu'un qui est PRI ou PR sur un site de production, c'est-à-dire qu'il a fait 6 mois de sécu, comme a écrit Sapsias, donc du contrôle qualité au laboratoire, analyse qualitative et quantitative de médicaments, et ça lui permet d'être aussi pharmacien responsable ou pharmacien responsable intérimaire sur un site exploitant. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui est pharmacien responsable ou intérimaire sur un site exploitant, c'est généralement parce qu'il a fait 6 mois de pharmacovigilance, mais lui, il ne peut pas aller être PR ou PRI sur un site de prod. Parce que c'est pas le même niveau de formation, on va dire. Et alors ça, c'est en train d'évoluer. Enfin, il y a une volonté d'évoluer de simplifier les conditions. De la santé publique, il a carrément des années là-dessus. Et puis c'est vrai que, pour en discuter pas mal avec Ludo notamment, on en a beaucoup parlé, c'est que faire du sécu 6 mois, je veux dire, quelqu'un qui sort de la fac qui fait 6 mois de sécu, on peut dire qu'il pourrait être pharmacien responsable alors qu'il ne connaît pas les process de prod et qu'on va lui demander de libérer des lots ou de prendre des décisions ultra critiques sur des rappels de lots, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir fait du sécu pour comprendre un peu comment contrôler les médicaments, mais avoir fait peut-être de la prod ou de l'acquis opérationnel ou des choses comme ça, les critères devraient être un peu élargis pour se dire en conscience, un PA ou un PRI, il a le bagage suffisant pour prendre les décisions critiques et c'est pas quelqu'un qu'on a poussé de la falaise en disant vas-y, débrouille-toi. Donc, mais à minimum, il y a ça. Un étudiant qu'on te propose ça, je pense que. Non, il faut se méfier. Faut se méfier. Ça sent le piège. Ouais, bien sûr. Et juste pour finir là-dessus, excuse-moi Aurélien, juste pour finir là-dessus, parce qu'on parle de libération des lots, parce qu'on n'en a pas encore parlé du tout dans la chaîne, mais on a des pharmaciens juniors qui pour le coup peuvent faire de la libération des lots sous délégation du pharmacien responsable. C'est-à-dire qu'il y a des pharmaciens à QOP, moi le premier qui commençait comme ça, où j'ai fait de la libération après quelques mois de formation, où on va sur la ligne de prod, on appréhende un peu tout ça, on connaît les dossiers de l'eau, etc. Et là, on libère des lots au sens où on a la signature, mais c'est par délégation du pharmacien responsable. C'est pas, on a la responsabilité quand même, mais celui qui va en prison, à qui on va porter les oranges, c'est quand même le pharmacien responsable, s'il y a un problème. Donc si vous êtes jeune et qu'on vous propose un poste de PRI, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, méfiez-vous, parce que au final, c'est quand même votre diplôme qui est mis en jeu. Exact. Et si vous le perdez, en fait, vous ne serez plus jamais pharmacien diplômé. Ouais, alors je mettrai un bémol là-dessus, parce que c'est une stratégie d'attraction de talent. Il y en a,
c'est le côté schizophrénique de l'industrie ou de l'employeur, j'en sais rien, mais on veut des gens expérimentés, mais on n'est pas prêt à les former. Donc il y a un moment où on a essayé de trouver une solution et on s'est dit ok, on a besoin d'un PRI. Où le trouver? Il n'y en a pas. Parfois on est sur des zones, parfois les sites industriels sont sur des zones d'emploi, des bassins d'emploi pas les plus sexy du monde. Donc pour les attirer, qu'est-ce qu'on fait? On vous propose de payer, de vous former en tant que PRI. Donc c'est pas toujours un piège. Hein. Il y a une question d'ailleurs sur ça. Est-ce qu'on peut reprendre les études? Non, mais je suis assez d'accord en fait. PRI, déjà, il n'y en a pas 50 000 sur des gros sites de production. Alors après, sur les exploitants, c'est un peu différent, mais sites de production, il y en a 3, 4. Et ça fait partie du développement de carrière en fait. Et je suis d'accord qu'on peut le proposer à un jeune de faire du sécu et pas forcément lui proposer la position de PRI après, immédiatement, mais plus pour le former et lui permettre de l'attirer et d'être éligible à cette fonction dans le futur. Donc après, voilà, par contre, je suis aussi d'accord que sur un site de production, si on embauche quelqu'un qui sort des études, on lui dit tu fais 6 mois de sécu et tu pars PRI, ou PR, il y a un souci. Peut-être se poser 2-3 questions. Non, mais c'est très rarement sur des sorties d'école, quand même. Ça arrive quasi jamais. Moi, j'ai jamais vu, C'est plutôt sur les sites exploitants, oui. Des petits sites exploitants, on a ces problématiques-là, ouais. Des petites boîtes, hein, c'est pas de la taille des vôtres, hein. Ibsen ou Novo, c'est là où il faut faire attention. On peut faire miroiter effectivement un beau poste, un beau salaire, mais bon, ça veut dire que l'entreprise peut parfois être en difficulté et ça va exposer le diplôme. Mais c'est plus rare, je pense, sur les sites de production.